5e édition, toujours en direct des matinales de la distribution. Il est 9h07. Merci d'être là avec nous. Et puis soyez les bienvenus aussi, évidemment, si vous nous rejoignez. Première table ronde sur les grands drivers qui sont liés au cadre réglementaire autour de l'investissement durable. On va parler des dernières avancées, à la fois sur un plan national, sur un plan européen, parce que le calendrier n'est pas, vous allez voir, tout à fait le même. Ce besoin d'harmonisation, évidemment qu'il y a des labels, on l'évoquait juste avant en propos liminaire, et puis la perception des investisseurs, l'appétence des investisseurs, quels qu'ils soient, trop ou pas, pour l'investissement durable. Philippe Sourla, est-ce qu'il est avec nous? Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint en charge de la sélection, de la direction de la gestion d'actifs à l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Merci d'être là avec nous. Déjà, quelles sont justement les principales avancées réglementaires, les avancées, le cadre réglementaire en France, mais aussi en Europe, parce que les agendas, les calendriers sont pas totalement alignés, hein. Alors effectivement, il y en a beaucoup. Alors je vais vraiment essayer de me concentrer sur 3 changements importants. Le premier que je souhaitais citer, c'est la publication cette année par l'AMF d'une doctrine sur la commercialisation des fonds qui mettent en avant cette thématique extra-financière. Alors pourquoi est-ce qu'on a souhaité prendre cette initiative? Ça part du constat que faisait Marie-Pierre il y a un instant d'une explosion, enfin moi je parlerais même d'explosion au-delà du mot d'accélération, du discours commercial qui est adressé aux clients particuliers sur ces thématiques extra-financières. On avait vraiment vu un très fort mouvement. Et donc, dans tout ce discours qu'on a pu observer, on a fait le constat, pour le résumer de façon un petit peu simpliste, voilà, un certain nombre de cas où on avait le sentiment qu'on voyait des fonds qui prenaient relativement peu en compte cette thématique extra-financière d'un côté, et qui de l'autre avaient une communication malgré tout assez forte sur cette thématique extra-financière vis-à-vis de leurs clients. Et donc cette disproportion, elle nous semblait potentiellement trompeuse pour le client qui pouvait avoir le sentiment, voilà, qu'il achetait, qu'il investissait dans un produit, pour lequel la composante extra-financière était très forte, alors qu'en fait ce n'était pas forcément le cas. Donc ceci nous a amené à établir un certain nombre de règles, hein, dans cette doctrine qu'on a publiée en mars, cette année, et qui s'applique à toutes les documentations commerciales, qui s'adressent à la fois aux fonds français, mais aussi aux fonds étrangers qui, voilà, commercialisent des fonds en France. Il y avait, pardon, Philippe Sourla, il y avait urgence de justement mettre en place C'est cette vrai que doctrine. ça a été un débat interne très vite, parce qu'en fait, par principe, on est toujours très réticent à faire des règles nationales. On a toujours tendance à préférer, l'établissement d'un cadre européen qui nous semble, voilà, beaucoup plus cohérent avec la notion de marché unique et beaucoup plus souhaitable. Mais on a eu le sentiment effectivement qu'il y avait urgence parce qu'on a vraiment eu, enfin, le mot que j'utilise, c'est vraiment le mot d'explosion, plus que même plus qu'accélération. On a vraiment eu le sentiment qu'il y a eu un tournant, il y a 2 ans, dans la communication aux clients, et dans le cadre de la prévention du risque de greenwashing, on a vraiment eu le sentiment qu'il fallait agir rapidement. Donc voilà peut-être le premier texte qui me semblait important de souligner. Ensuite, le deuxième qui est plutôt devant nous, c'est, le règlement européen Disclosure, qui a un axe un peu différent de la doctrine qu'on a publiée cette année, puis Ah, alors en termes de son, pardon, Philippe Sourla, on vous a un peu perdu. Est-ce que vous nous entendez? oui, est-ce que Voilà, vous vous êtes revenu, m'entendez? pardon. Parfait. En termes de disclosure, vous nous disiez. On a Oui, perdu le donc son, hein. l'angle des disclosures est un peu différent de celui de la doctrine que j'évoquais tout à l'heure, AMF, puisqu'en fait, il est davantage axé sur le prospectus et sur les reportings périodiques, là où notre doctrine avait été axée sur la documentation commerciale. Donc on est sur des documents différents. Et je pense qu'il y a plusieurs gros enjeux qui sont devant nous, hein, sur ce règlement-là, qui est aussi dans une logique de transparence et d'information fournie aux clients. Il y a un enjeu qui va être d'application du texte dans un contexte où la Commission européenne a précisé qu'il faudrait appliquer le texte dès le mois de mars prochain, alors même que les textes d'application, donc les règles détaillées pour appliquer le texte, ne seront pas encore publiées. Donc je pense que pour les acteurs, il y a un enjeu, il y a une vraie difficulté d'appliquer ce texte-là en mars prochain. Et un deuxième enjeu, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre de questions d'interprétation que pose le texte qui ne sont pas encore extrêmement claires. Donc c'est un texte, à mon avis, qui est, voilà, qui est assez délicat en termes d'application pour les acteurs et en termes de supervision pour nous, superviseurs. Mais on encourage vraiment les acteurs à se mobiliser parce qu'on a le sentiment que, du fait de ces deux raisons-là, mais aussi du fait d'autres raisons peut-être un peu moins légitimes, il y a un certain retard qu'on constate actuellement sur la préparation à l'application de ce texte. Merci Philippe Sourla. Je donne la parole juste à Olivier. Bonjour Olivier Rousseau. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous, membre du directoire du FRR. Vous en pensez quoi quand vous écoutez ça? Ça vous concerne ou pas? Parce que vous appliquez déjà une transparence complète.
C'est pas votre sujet ça? Ou ça l'est déjà au quotidien? Non, ça l'est déjà au quotidien. Non, Vous avez pas on est attendu, toutes ces normes, ces réglementations pour vous, on n'est jamais parfait, mais il faut bien distinguer le sujet, clientèle de détail et institutionnel. Pour la clientèle de détail, c'était absolument indispensable dans un souci de protection du ouais. consommateur pour qu'on ne lui vende pas un produit qui n'est pas ce qu'il y a dedans. Pour les Ce qui était le institutionnels, cas et ce qui est encore le cas aujourd'hui? non, je pense que Pas ce que qui font... bien sûr, mais qui le Non, sera je pense que moins. le fait que les autorités de réglementation du marché aient pris le problème à bras-le-corps, c'est ce qu'il fallait faire. Il faut Mmh. protéger le consommateur. Maintenant, les institutionnels, bon, bah, c'est une catégorie complètement différente parce que ce sont des institutionnels qui ont la capacité d'analyser les choses, de regarder ce qu'il y a dans un type de gestion. Déjà, les institutionnels, ils n'achètent pas systématiquement des produits destinés à tout le monde. Et s'ils achètent un fonds collectif qui est aussi distribué pour les particuliers, ils ont des éléments pour regarder un peu ce qu'il y a dedans par eux-mêmes ou en recourant à un consultant. Dans le cas du FRR, c'est encore plus simple. On travaille essentiellement par des mandats et donc on dit ce qu'on veut. Mais là où je pense qu'il faut faire très attention, c'est que autant il faut protéger la clientèle particulière, autant il ne faut pas figer les choses trop vite pour les institutionnels et leur dire c'est ça l'évangile, c'est ça qu'il faut faire et rien d'autre. Parce que la réalité, c'est qu'il y a un enthousiasme sur ces questions ESG et c'est parfaitement bien, mais sur la façon de mesurer et d'appliquer, eh ben, il y a beaucoup à faire encore et il n'y a pas une méthode qui a définitivement pris l'ascendant sur les autres et il va se passer beaucoup de temps. Vous souhaiteriez qu'il y ait une méthode qui prenne Non, l'ascendance? non, non, au contraire. Non, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une concurrence entre les approches par les investisseurs institutionnels et petit à petit, on va converger vers une façon de traiter proprement les questions ESG, de même qu'aujourd'hui, il y a une très grande convergence sur la façon de traiter les comptes quand on fait l'analyse financière. Bon, chacun a des petites retouches par rapport au cadre d'analyse financière, mais pour l'essentiel, les analystes font la même chose. On n'en est pas là sur l'ESG, ça va progressivement se faire, ça n'atteindra jamais le degré de standardisation de l'analyse financière, mais ça va se faire, mais il ne faut pas que les pouvoirs publics disent c'est comme ça que ça doit être. Ouais. Un truc de plus évolutif, c'est ça? Et de plus Oui, parce qu'on ne concerté, sait pas ce qu'il faut faire. collaboratif? Ouais, On ne sait pas, il faut être pragmatique, il faut être intellectuellement honnête. ouais, et humble aussi. Humble, oui, c'est la même chose. Laure Delahousse, est-ce que vous êtes là? De l'AFG, directrice Je suis générale là, adjointe de l'AFG. Je ne vous vois pas, ce qui est terrible. j'arrive. C'est Vous en voilà, pensez quoi? Vous avez écouté attentivement, Laure? Vous faisiez pas autre j'ai chose? écouté Vous en attentivement. pensez quoi, vous, d'avoir cette doctrine AMF pour les sociétés de gestion, pour les asset managers? Alors C'est plus de contraintes, en même temps, ça permet aussi de protéger l'épargnant? en fait, je partage tout ce qui a été dit à la fois par Marie-Pierre, par Philippe, par les intervenants. On a en fait un marché qui est en train de se structurer, alors pas de s'harmoniser et il faut laisser la place à l'évolution des stratégies, mais on a un marché qui est en train de se structurer et on a eu différentes étapes. En fait, on a eu, comme l'avait dit tout à l'heure Marie-Pierre, l'étape des labels, l'étape des codes de transparence. L'objectif, qu'on partage avec l'AMF, c'est que il n'y ait pas de fausses promesses et donc les fonds qui sont distribués auprès de la clientèle retail expliquent ce qu'ils font et que les clients sachent, ce qu'il y a dans les fonds. Donc, on a travaillé beaucoup avec l'AMF sur la doctrine. Elle a d'ailleurs évolué, au cours des mois entre mars et juillet. Notre objectif, c'était que toutes les stratégies ESG soient prises en compte dans cette doctrine pour pouvoir non pas survendre, le côté ESG à un client, mais pouvoir adapter, la communication qui est faite à ce qu'il y a dans le fond. C'est-à-dire que, il y a les stratégies du type label avec les 20 d'exclusion, mais il y a aussi toutes les stratégies, qui sont également engageantes sur la prise en compte et l'amélioration d'indicateurs ESG, l'empreinte carbone, le taux de féminisation, et cetera. Et puis, il y a à côté des approches intermédiaires qui sont moins ambitieuses sur le temps sur l'objectif ESG, mais qui malgré tout prennent en compte, des indicateurs ESG, l'analyse ESG des émetteurs, dans leur stratégie. Il fallait aussi les prendre en compte et ça, c'est une grande discussion qu'on a eue avec l'AMF et on est arrivé à se mettre d'accord et puis l'AMF nous a poussé à être aussi plus exigeants avec une note ESG supérieure, à l'univers d'investissement. Enfin, tout ça fait évoluer finalement le marché, faire plus d'exigences, plus de transparence, pour les clients. Il y a des enjeux, hein, très forts et des points d'attention. Les délais de mise en œuvre et d'application de cette doctrine sont assez courts, hein, parce que là, pour mars 2021, tous les fonds doivent être,
en ordre de marche et donc là, c'est un gros boulot que font actuellement les sociétés de gestion pour se mettre à niveau. Il y a un gros boulot. 2e point d'attention, sur, la coordination avec les textes européens dont parlait Philippe, à l'instant. Je ne sais pas si vous voulez qu'on développe dès maintenant ou si on y Allez-y, reviendra, allons-y, mais ça, allons-y, c'est si un vous autre voulez. gros point d'attention, ouais. Allons-y justement sur un peu le panorama Sur de ouais. l'Europe, il y a eu un espèce de tsunami, réglementaire qui nous est tombé dessus là depuis 2 ans. Il y a 5 ou 6 textes, règlements et directives, européennes qui vont être adaptés à la finance durable. Ça fait partie d'un programme très ambitieux de la Commission européenne. Mais, il y a 2 enjeux, c'est que ces textes soient, enfin il y a même 3, qu'ils soient compréhensibles, ce qui est pas toujours gagné, qui soit coordonné avec les textes, qui soit coordonné avec les textes français et que, on arrive à les mettre, en place, également en l'articulant avec la doctrine, AMF. Donc, ces textes, sont complexes. Il y a beaucoup de notions nouvelles qui sont abordées dans ces textes. Par exemple, la notion de Principal Adverse Impact, qui ne sont pas définies. Donc on n'arrive pas à mettre enfin, qu'on n'arrive pas aujourd'hui à définir et à pouvoir appliquer. Il y a différents types de fonds qui sont considérés comme ESG dans la réglementation européenne. Pour les spécialistes, les articles 8 et les articles 9. Pour nous, c'est toujours un mystère. Comment on va distinguer nos fonds ESG qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories? Comment ça s'articule avec les 3 catégories que l'AMF a définies? Il y a un énorme boulot encore, à faire sur ce travail, de texte européen, avec ensuite tout un enjeu d'interprétation et de doctrine des différentes autorités nationales, avec un risque à la fin de fragmentation des marchés, puisque à la fois, par la réglementation et puis on peut aussi parler des différents labels européens, il y a un risque que chaque, pays, interprète ce que c'est que l'ESG à sa manière et que finalement, heu, chaque, marché pour la distribution soit un marché très national et pas un marché européen. Mais c'est lié aussi à la culture des différents pays, hein. On a tous, le nucléaire n'est pas considéré comme, ESG, dans certains pays, alors qu'en France, on considère que, de par la faible enfin les émissions de carbone sont très faibles ou inexistantes pour le nucléaire et donc il est considéré comme ESG compatible. C'est pas du tout le cas en Allemagne. Donc on a vraiment un risque de fragmentation des marchés sur le plan de la distribution. C'est un point d'attention, important. Olivier Rousseau, ça vous inspire quoi là? Je vous vois aussi, je vous vois réagir à la question. On sait qu'il y a un besoin d'harmonisation des labels, en Europe, que c'est pas facile. Il y a les spécificités, il y a l'histoire, les traditions de chaque pays. En même temps, les labels encore, c'est un sujet pour les particuliers. C'est exactement C'est pas ça. un sujet pour Non, mais vous, pour encore les une instituts. fois, Vous faites encore une fois, votre propre évaluation. Alors pour ou contre on pose la question, les labels européens alors? Sachant qu'on non, en est pas, pour la on en est pas encore là, hein. distribution clientèle particulière, je pense que c'est une bonne chose parce que de toute façon, la thématique a pris une importance considérable et il faut empêcher que soient faites de fausses promesses, un, et deux, créer un petit peu de visibilité, de lisibilité, de comparabilité pour les investisseurs. Donc, que les autorités européennes et nationales se saisissent du problème pour défendre les investisseurs particuliers, ça me paraît très bien. Alors bien sûr, elles sont obligées, ces autorités, de se saisir du problème alors qu'il n'est pas mûr. Mais il vaut mieux rentrer dedans, même si le problème n'est pas mûr, que de dire je me mets en retrait et puis c'est le Far West et puis plus tard on dira ce qu'il faut faire. Mais la même logique appliquée au cas des institutionnels amène à une autre recommandation qui est voyons comment ça évolue. Les institutionnels, on leur demande d'avoir une méthode et c'est bien couvert par les obligations de transparence, en particulier pour la France l'article 173 de la loi sur la transition énergétique qui a une composante générale ESG mais qui, c'est vrai, a aussi une focalisation très forte sur la dimension climat. C'est aussi, on se remet au contexte, hein, c'était en 2014. Mais en tout cas, pour les institutionnels, c'est une obligation de méthode de se lancer dans l'analyse ESG et de faire des comptes rendus sur ce que l'on fait, mais ce n'est pas une obligation sur la façon de traiter le problème qui est rendue obligatoire pour tout le monde. Donc c'est vraiment 2 mondes très différents. Obligation de s'impliquer dans le sujet versus obligation de communiquer selon des codes bien définis pour les particuliers. En même temps, on se dit que c'est normal, c'est deux histoires différentes entre le marché des particuliers et le marché des Oui, instituts. qui vont converger, Oui. mais comme il y a un problème de déséquilibre entre le fabricant et le vendeur du fonds et l'information du particulier, il faut protéger le particulier. Quand on a un acheteur institutionnel,
il est là même de regarder ce qu'on lui propose. Le profane et le non profane. Philippe Sourla, vous êtes avec nous, toujours, j'imagine, de l'autorité des marchés financiers. Vous en pensez quoi, vous, dans ce débat? C'est nécessaire, ces labels, pour protéger les particuliers. D'ailleurs, c'est votre mission à l'AMF. Oui, je partage tout ce qui a été dit. Je fais juste une petite réponse en aparté, hein, pour préciser que la doctrine AMF est centrée sur les clients retail particuliers Ouais. et pas sur les clients institutionnels, hein, Bien en sûr, bien cohérence avec tout ce qui a été dit. Je trouve ça parfaitement logique et je suis aussi pleinement d'accord avec ce que disait Olivier Rousseau. Pour nous, les labels, c'est un outil utile pour les clients particuliers, puisque ces sujets extra-financiers, ils sont extrêmement complexes et on se rend compte que plus on les regarde, plus c'est compliqué. Et réussir à traduire toute cette complexité et la faire comprendre à des clients particuliers, on sait que c'est difficile. Et l'intérêt du label, c'est que ça permet de simplifier un peu la communication, de lui garantir un certain niveau de qualité, sans avoir besoin de nécessiter de sa part qu'il rentre dans la mécanique et dans la compréhension fine des mécanismes sous-jacents. Donc c'est effectivement un mécanisme qu'on trouve utile. Comme sur le reste, on regrette que l'Europe ne soit pas capable pour l'instant d'avoir un cadre vraiment harmonisé avec des labels pleinement européens et qu'effectivement on Mais à soit qui dans la un faute? rythme. Pardon, Philippe Sourla, à qui la faute dans ces cas-là? Pardon. À qui la faute? Alors, disons qu'on a une Sans initiative, se hein, qui est défausser. l'écolabel européen qui a été proposé par la Commission européenne. C'est vrai que nous, on souhaiterait qu'il y ait peut-être plus d'initiatives en ce sens. Cet écolabel, il semble à ce stade réservé à une clientèle plutôt de niche. On n'a pas le sentiment qu'il va s'adresser à un public très large et à des encours importants. Et on penserait que ça serait utile de compléter cette initiative par d'autres initiatives européennes qui compléteraient le cadre des labels européens. Alors, 9h23, toujours en direct pour ces 5e matinales de la distribution. On est dans cette première table ronde sur les grands drivers liés au cadre de l'investissement durable. On a parlé des avancées réglementaires, de ce besoin d'harmonisation des labels en Europe et des réglementations nationales. Rapidement aussi, parce qu'on a perdu un petit peu de temps, Olivier, sur la perception des investisseurs, justement, vis-à-vis de ces produits d'investissement durables. Est-ce qu'il y a une différence de perception évidemment, il y en a entre les particuliers et les instituts, et aussi sur l'orientation qu'on peut avoir, ESG d'un produit, plutôt E, plutôt S, ou pour le coup plutôt G, le point de vue de l'instit. Alors, point de départ, un investisseur institutionnel sérieux, il y a longtemps qu'il a réfléchi sur la thématique ESG. Je dirais que les problèmes ESG, en fait, c'est des problèmes qui vont se poser un jour et qui auront des conséquences financières. Donc, faire seulement une analyse d'une société pour la thématique opportunité d'investissement à partir des données financières, c'est regarder le court terme et c'est pas intégrer des éléments qui, plus tard, selon toute probabilité, auront des conséquences sur les documents financiers et des conséquences potentiellement graves. Donc, faire son travail sérieusement, ça a toujours inclus l'analyse des données ESG. Pour préparer l'avenir. Oui, parce que les données financières, encore une fois, c'est la photographie à un moment donné. Comparer les données financières, ça donne une dynamique sur le passé, mais il peut y avoir plein de choses qui se produiront plus tard. Pas la peine d'évoquer les sujets, les problèmes de gouvernance. Quand elle est faible, ben parfois on a des problèmes. Pensez à Renault? Non, à Volkswagen. Les deux, en général aussi. Oui, moins Renault. Ouais. Ça ne veut pas dire que tout est parfait chez Renault. Mais bon, sur la thématique gouvernance, c'est très très clair. Quand il y a des faiblesses un jour, où la probabilité que ça pose de gros problèmes un jour, elle est forte. L'environnement, c'est pas la peine de refaire le dessin, quoi. Il y a des actifs qui vont être des actifs dévalorisés, stranded assets, avec la nécessité d'intégrer une taxation carbone. On le voit dans le pétrole, dans le secteur du pétrole, avec les pétroliers qui ont réajusté dans leurs comptes leurs assets d'une manière excessivement violente. Hein. Oui. Alors, en fait, ça, c'est le marché lui-même qui le provoque. C'est la combinaison d'une croissance molle et de l'exploration de pétrole et de gaz alternatifs, de schiste, qui tout d'un coup fait qu'il y a une surabondance. Mais à plus long terme, oui, bien sûr qu'ils ont ça en tête. Regardez Total, qui déploie pas mal de capital pour sortir de son métier traditionnel. Simplement, il faut le faire progressivement parce que de toute façon, vous et moi, demain, on ne va pas arrêter de consommer complètement du pétrole et du gaz. Bon, mais donc, cette thématique environnement et climatique, elle est bien prise en compte. Et la thématique sociale qui a été le parent pauvre, en fait, pendant longtemps et qui est en train de regagner beaucoup de poids, c'est un ensemble d'évaluations qu'on peut faire qui peuvent être considérées comme triviales et un ensemble d'évaluations qu'on peut considérer comme très importantes mais qui sont plus difficiles à mesurer parce qu'on est là dans le qualitatif. Je donne un exemple. Vous avez des structures de gouvernance, un comité de direction
où vous avez un patron de droit divin. Tous les gens qui sont autour, ils servent à rien. Ils prennent leurs instructions. Chambre d'enregistrement. Voilà. Vous avez la même boîte, mais avec un comité de direction où le patron attend de tous les gens qui sont autour de lui au CODIR qu'ils aient des idées et qu'ils n'hésitent pas à le critiquer. C'est complètement différent comme dynamique. Bon, c'est fondamental. Seulement, comment vous le mesurez, ça? Alors que si on vous dit quelle est la parité, oui, ça c'est facile à mesurer. Quel est le taux d'accident du travail? Oui, c'est facile à mesurer. Donc, il y a des choses qui sont très importantes, faciles à mesurer, mais qui couvrent qu'une petite partie du spectre social. Donc, on est plus mal à l'aise pour donner des notes sur le social. Et ça aussi, c'est un problème majeur pour l'institutionnel. C'est quelle méthodologie? Regardez, vous prenez un portefeuille ou vous prenez une action individuelle et vous demandez à différentes agences de notation OSG ce qu'elles en pensent. Elles vous donnent des choses très différentes. C'est problématique. Ça veut dire que la matière est fondamentale, mais elle est mouvante. Elle n'est pas encore suffisamment cristallisée pour qu'on puisse dire à coup sûr, ça c'est bien, donc, ça c'est pas bien. Et donc il faut être pragmatique. On y revient, on y revient. Il faut pas dire, ça y est, j'ai trouvé l'évangile. Laure de la Housse, on a vu avec Olivier le point de vue de l'Institut, du point de vue pour vous des particules, la perception du marché retail, du marché du détail, justement de l'investissement durable, vous en pensez quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire, encore une fois, sur ces derniers mois, ces dernières années, en termes d'évolution? Le marché a très, très fortement, augmenté, c'est vrai. Alors c'est parti de l'épargne salariale pour les particuliers puisque il y a des parties prenantes multiples dans les accords d'épargne salariale entre les partenaires sociaux qui mettent en place ces accords et donc qui demandaient, l'ISR dans les fonds et maintenant ça se développe, grâce au label, hein. Je pense qu'on peut souligner l'impact du label là-dessus, grâce à l'action, des professionnels, des réseaux de distribution aussi. Mais c'est vrai que les particuliers qui veulent donner du sens à leur épargne, je reprends l'expression qu'a utilisée tout à l'heure Marie-Pierre, ont besoin, aussi de savoir ce qu'il y a dans leurs fonds et sont un peu perdus entre les différentes stratégies. Donc, toute la réglementation et les labels va permettre de rendre ces produits comparables entre eux. Je pense que c'est ça le gros sujet pour le retail, c'est de comprendre, ce qu'il y a dans ces fonds. C'est les fonds ont une stratégie ESG, soit. Ces stratégies ESG sont variées, elles sont de la plus engageante à la plus, light, hein, avec une priorité, qui est donnée qui est donnée à la recherche de performance ESG dans certains cas et puis, une priorité qui est donnée à la recherche, de performance financière, dans l'autre. Je ne dis pas que les fonds ESG sont moins performants que les autres, mais en tout cas, il y a une prédominance des stratégies ESG très fortes dans certains fonds, il faut que le client sache où il va. Est-ce qu'il est dans un fonds thématique, très orienté, biodiversité, par exemple? Ou est-ce qu'il est, dans un fonds, généraliste, action européenne, où il y a un filtre qui est fait, où les meilleures, entreprises sont sélectionnées, mais sans qu'il y ait un thème particulier? Le client pour nous, c'est évident. Pour le client, retail aujourd'hui, c'est encore très flou et il y a un gros besoin de pédagogie. Le Ouais. label, avec la communication qui est faite autour, participe à cette pédagogie. La réglementation, de l'AMF évidemment, participe à cette pédagogie. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a tellement de textes qui arrivent nouveaux, en particulier les textes européens, qu'il faut que tout ça reste cohérent. On reste dans un vocabulaire simple et dans des choses qui sont, faciles à expliquer à des clients et ça, c'est vraiment tout l'enjeu. Merci Laure. Philippe Sourla, au passage, j'en profite, vous posez une question. Vous posez vos questions, n'hésitez pas. Sur chaque table ronde, à la fin, on consacre quelques minutes pour répondre à vos questions. Philippe, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter quand vous entendez ce qui a été dit par Olivier ou par Laure, notamment sur le besoin, encore une fois, d'information, de protection des investisseurs avec ce flou? Et puis il y a cette question que je vous pose aussi, Philippe, je ne vois pas encore arriver. La doctrine AMF n'est-elle pas un frein à la commercialisation de produits ESG étrangers en France? Philippe Sourla, c'est pour vous ça, et ça fait sourire Olivier Rousseau. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Ok, super. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, ce que je rajouterais sur la perception des clients, c'est le fait que c'est un sujet très complexe et je pense qu'on a encore beaucoup de travail collectivement devant nous. Parce que ce sont des sujets compliqués. Comment est-ce qu'on simplifie pour que ça soit intelligible sans distordre ou donner une information trompeuse? C'est un exercice finalement qui est assez complexe pour un client particulier. Donc, je pense que par exemple, autour du vocabulaire, autour d'un certain nombre de choses, il y a encore des axes de travaux devant nous. Puis ensuite, je voulais citer le rôle des conseillers aussi, à nouveau pour les clients particuliers. Parce qu'en fait, on a parlé d'évolution réglementaire. J'ai pas eu le temps d'évoquer la réglementation MIF qui s'adresse aux distributeurs. Je pense que là aussi, il y a un enjeu.
de quel est le rôle dans cette pédagogie, dans cette communication, dans cette explication du conseiller qui va conseiller des fonds à un client particulier. Voilà, c'est un maillon de la chaîne, je pense, important aussi à avoir en tête. Sur la question de la commercialisation des fonds Oui, étrangers en France, ce qu'on a les vraiment fonds cherché à faire, étrangers. c'est un régime qui Qu'il n'y a pas soit une vraiment discrimination pour les fonds étrangers, c'est la question implicite. alors, au contraire, moi, il me semble que l'idée, c'est vraiment d'avoir des règles qui soient strictement identiques. Donc, ce soit exactement les mêmes règles qui vont s'appliquer aux documents commerciaux qui sont proposés à des clients français, que ce soit pour un fonds domicilié en France ou à l'étranger. Et il nous semble que, effectivement, il y a peut-être une marche un peu plus haute à franchir pour les acteurs étrangers dans la mesure où ils sont un peu plus loin de ces discussions-là, ils ont un peu plus d'efforts de pédagogie, de compréhension de la réglementation à faire, mais les règles sont vraiment les mêmes. Et pour nous, à nouveau, l'idée, c'est de protéger les investisseurs contre le risque de greenwashing. On a vraiment vu, voilà, des choses qui étaient problématiques et il nous semblait, essentiel de traiter ces sujets, à nouveau, en regrettant le fait qu'on ne puisse pas, le faire au niveau européen. Voilà, merci à tous. Merci Laure, merci Philippe et merci Olivier Rousseau, présent plateau avec nous pour, le fonds de réserve des retraites, membre du directoire du FRR.